Bonjour à tous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas publié de vidéo, et puis maintenant je parle plus en je parle en on, puisqu'on s'est agrandi, on est plusieurs collaborateurs, l'entreprise s'est développée, elle a changé de nom, c'est devenu AgriLandscape. Voilà, vous pouvez aller le voir à notre site si vous voulez en savoir plus, on a plein de services différents et on va publier pas mal dessus, notamment en vidéo. Là on commence à mettre pas mal de chantiers en œuvre, qui sont parfois assez gros, parfois plus ponctuels, mais qui s'échelonnent sur plusieurs mois, plusieurs phases. Et du coup, en fait, chaque fois qu'on fait un design, on applique évidemment les principes techniques et les principes écologiques qu'on utilise d'habitude aussi pour avoir une vocation, une rentabilité commerciale, un rendement en fait qu'on dit en agriculture. Nous, on aime bien en fait un peu débunker les grandes théories, en particulier quand il s'agit il faut faire des BCR, il faut faire du keyline. Donc, je suis très très fort keyline personnellement. Dans ce cas-ci, en fait, on a fait un design sur un vignoble que vous avez déjà peut-être probablement vu passer sur les réseaux sociaux. Normalement, si on doit suivre les principes du Kilan, on devrait planter ce vignoble, comme d'autres choses qu'on a plantées avant, sur les cours de niveau à peu près. Et là, par contre, on a planté directement dans le sens de la vente. Alors, c'est l'occasion pour vous, dans cette vidéo, de comprendre un petit peu de recomprendre, d'avoir une répétition sur ce que c'est que le keyline design, le sous-solage, pourquoi c'est important, comment est-ce qu'on va analyser la topographie et comment est-ce qu'on va trouver aussi des sources, rien qu'en lisant le paysage, mais aussi de démystifier des principes et on va expliquer pourquoi on l'a fait, quelles sont les raisons et qu'est-ce que ça a comme conséquence aussi, puisqu'on doit s'adapter techniquement, pouvoir rattraper un petit peu cette entorse en fait à la règle. Et voilà, donc une petite vidéo d'une quinzaine de minutes et c'est parti. Nous, quand on fait du design, on prend toujours le principe du keyline, qui fait partie de notre architecture de design, hein, puisque évidemment on va prendre le paysage et on va travailler sur les écoulements des ruissellements et l'architecture, la meilleure combinaison topographique qu'on peut avoir, notamment avec l'étude du keyline et avec le rendu productif et commercial, pour éviter en fait d'avoir à terme des problèmes de ruissellement, d'écoulement, d'érosion, et retenir le plus possible les eaux pour pouvoir à la fois éviter ces problèmes techniques-là, mais la réutiliser aussi et ne pas la perdre en cours de route. Donc la stocker, la réutiliser à d'autres endroits. Bon, ici on est sur un design qui est plutôt dans les pays européens, limite ça commence à aller vers le nord. Et donc si on a une pente qui est nord-sud, c'est très très positif pour les cultures, puisqu'on va avoir un meilleur ensoleillement. Mais comme on est dans un pays qui chauffe moins, qui a une saison plus courte, on ne peut pas se permettre de mettre des vignes qui ont besoin de créer du raisin, qui a besoin quand même d'avoir un maximum de sucre pour la finalité qu'on veut en avoir commercialement, en est-ouest en fait. Hein, parce que sinon on va avoir une ombre portée des premiers rangs sur les deuxièmes rangs, ce qui voudrait dire que si on veut optimiser, de toute façon il y a la partie au nord du rang qui, elle, va être au nord, forcément tout le temps à l'ombre, donc on a que la moitié des raisins sur un pied qui va être utilisable, et en plus on a une ombre portée en fait légère, parce que le soleil quand même est assez haut en été, mais quand même en début de saison, une ombre portée des rangs entre eux, qui va être négatif pour la productivité. Donc on est obligé de les mettre en nord-sud, enfin oui, et comme la pente est nord-sud, du coup on va aller dans le sens de la pente, ce qui est à l'inverse en fait du principe de keyline, c'est-à-dire de prendre une courbe de niveau principale, ou plusieurs s'il en existe plusieurs, et de remonter à partir de cette courbe de niveau pour créer en fait pour limiter les phénomènes d'érosion. Mais ici, on a une double fonctionnalité. On va avoir cette orientation nord-sud, donc les rangs qui vont dans la pente, et cette architecture en keyline. Donc, l'alternative, ce qu'on a fait dans d'autres cas qu'on illustrera aussi, c'est quand même de planter en nord-sud, mais de prendre cette keyline principale, de dessiner les différentes parcelles de vignes sur cette keyline, de créer des petits fossés de collecte qui vont aller vers un fossé horizontal de dérivation,
qui lui-même va aller dans des assecs, donc des petits bassins d'orage, ou qui vont s'écouler directement dans des étangs. Là, on va récolter l'eau, on va éventuellement la remonter en altitude pour pouvoir la redistribuer par gravité. Et donc en fait, on a quand même limité le phénomène d'érosion par le fait qu'on a tout collecté sur cette queyline principale. Le principe du keyline, en fait, c'est quand on a le paysage se morcelle toujours de la même manière. Ce sont des triangles. Si on regarde une montagne, c'est assez simple. On a un triangle qui fait une crête avec un pic, et puis un autre triangle avec une crête qui fait un pic, et puis au milieu, on a un triangle inversé qui lui va faire une vallée. Et donc, on a chaque fois les eaux qui viennent des versants de ces crêtes qui s'écoulent vers cette vallée principale. De ce fait, en fait, toute l'eau qui est sur les crêtes va d'office descendre vers la vallée. À un moment, la vallée elle va changer, elle est très très pentue, puis hop, elle va changer d'orientation pour devenir elle-même une crête. Et donc en fait, on a le triangle des crêtes qui fait ceci, on a le triangle de la vallée qui fait ça, et puis à un moment, la vallée change d'orientation, elle devient elle-même un triangle de crête, hop, et les deux formes sur les côtés deviennent des vallées de nouveau. Donc c'est toujours une succession comme ceci. C'est un grand polygone en fait. Si on regarde les montagnes, on voit très très bien ça. Ce qui fait que dans un paysage, peu importe en fait son niveau de pente, on a toujours ce phénomène d'érosion, on a toujours ces concentrations d'alluvions à un seul endroit qui nous enlève la capacité ou nous demande de remonter ou de fertiliser tout ce qui se situe sur les buttes et sur les crêtes, puisqu'on ramène en fait ce qui a été collecté à un endroit vers le reste du territoire, en particulier les exploitations agricoles ou même les domaines plutôt paysagers. Et donc le principe du keyline, c'est de prendre un point de référence, c'est-à-dire l'endroit où se collectent ces alluvions, et de dire ok, on trace une courbe de niveau, donc en fait c'est une ligne qui est parfaitement horizontale par rapport à l'altitude, c'est la même altitude, et cette courbe de niveau, on va la répliquer, simplement prendre des parallèles à cette courbe de niveau, donc elle ne sera pas forcément adaptée aux autres courbes de niveau qu'il y a au-dessus, puisqu'elle va sortir un petit peu du parallélisme, même assez vite en fait, mais ça va permettre quand l'eau s'écoule des crêtes, à la place de couler directement vers le point de convergence, en fait de dire oh, bah, j'ai une haie, j'ai un chemin, j'ai un sous-solage qui fait que pouf, dès qu'elle a coulé, l'eau va s'homogénéiser en fait sur tout le paysage. Et donc en fait à la place de couler vers là, elle va juste hop, toujours se répartir comme ceci. Parce qu'on a effectivement retracé toutes ces lignes à partir du point clé. Notre point de référence c'est le point clé. Donc le point clé c'est appelé key point. De là on trace la ligne clé, la key line. Et on remonte à partir où on peut descendre aussi. Alors pour appliquer le keyline, il y a plein de solutions. Tout en fait, c'est une vraie architecture, donc tout tourne autour de ça. Et on peut aussi bien faire des routes du chemin agricole, du sentier, mettre des haies, mettre des cultures ou faire du sous-solage pour faciliter on voit très bien hein, d'ailleurs quand on a coupé les haies dans les années 70, en fait on voit encore très bien les ruptures de pente qu'on avait. Avant il y avait une haie, en fait on l'a coupée, en fait on voit très bien qu'il y a une petite rupture de pente ou qu'il y a un petit alluvion qui était là précédemment, qui fait que ça retenait en fait les matières organiques. Et donc le but c'est de recréer en fait ces phénomènes-là. Alors dans un autre sens, le keyline n'est pas toujours utile pour toutes les plantations. Si on plante des arbres fruitiers haute tige, qui sont espacés tous les 10-12 mètres, c'est pas très intéressant parce qu'en fait on va rien retenir, ce sont des arbres qui sont très très espacés. Donc pour les hautes tiges par exemple, ou pour des grands arbres paysagers, on peut éventuellement les mettre sur les keylines, mais c'est pas transcendant. Le plus intéressant c'est une haie qui a une forte densité racinaire. Le but c'est de créer un ancrage dans le sol, que ce soit par sous-solage, que ce soit racinaire, que ce soit par de la matière organique qui est accumulée, sur ces courbes de niveau, qui nous permettent en fait de récolter le ruissellement. Ce qui dépend aussi du couvert végétal, ce qui dépend de la texture du sol et de plein d'autres facteurs. Mais c'est le principe de l'architecture et du design de la keyline, c'est ça. C'est une sorte de structure d'aménagement de l'eau vers des points vers lesquels elle n'ira pas habituellement toute seule. Voilà. Alors le sous-solage,
il va nous permettre en fait de créer des petites fissures dans le sol, des fissures qui sont comme ça. Il a un double effet, enfin un triple effet. Il va aller décoller les zones compactées en sous-sol sans perturber en fait les premiers horizons, puisque c'est très très fin. Mais il a une petite pointe en bas qui fait que ça soulève en fait, ça décolle, ça déventouse la sous-couche. Il va permettre à l'eau de s'infiltrer. Il va permettre aussi un échange air-eau avec les sous-couches du sol, qui fait que bon, la matière organique va s'y accumuler, les racines vont avoir tendance à s'y mettre, même les racines des plantes herbacées. Et in fine, les racines vont se renouveler, donc les anciennes vont se dégrader, ça va améliorer la vie du sol, ça va attirer les micro-organismes, ça va recoloniser en fait les couches arables, et même de manière invisible, ça va permettre à l'eau de s'infiltrer, puisqu'en fait, dès qu'il y a le tube, les racines, c'est un tuyau, en fait, elles pompent du bas vers le haut, mais elles permettent aussi, elles font comme les vers de terre, elles permettent de faire des petites galeries qui permettent à l'eau de s'infiltrer. Donc ça, c'est vraiment l'effet bénéfique du sous-solage. En fait, le sous-solage ou toute autre installation type keyline ne va pas ramener l'eau sur les crêtes, elle va juste l'empêcher d'aller vers le point de convergence. Okay, donc on a aussi un point de convergence qui va continuer à être alimenté en eau, c'est surtout là qu'on trouve des sources. C'est pour ça que dans ce projet-ci, c'était très facile de trouver une source qui est toujours active. C'est un point qu'on a vu, la première visite qu'on a fait il y a plus d'1 an. On a regardé le paysage, on a regardé un petit peu quelle était sa morphologie, quels étaient les crêtes, les sommets, comment le paysage se découpait, se démultipliait. Puis on a regardé simplement ce qui se passait sur le terrain, mais ça en quelques minutes, en faisant un tour de terrain. On a dit là, il faut mettre un coup de pelleteuse, parce que là je voudrais voir s'il y a de l'eau. Et du coup on a eu de l'eau, et même avec la sécheresse de 2022, il y avait encore de l'eau au fond. Et donc on est vraiment sur le point, donc on travaille évidemment avec des sourciers, des géobiologues pour trouver les sources, les ruissellements souterrains, etc. Mais simplement avec un bon regard, on peut déterminer où se trouvent les points d'eau, les points en fait d'accumulation. Et même si on travaille finalement assez bien en surface avec le système de keyline, il ne faut pas se leurrer, bien entendu. L'eau qui est sur les crêtes et qui sature le sol, à un moment quand le sol est saturé, elle va s'infiltrer sur les crêtes, elle va passer dans les sous-couches. Et dans les sous-couches géologiques où tu as différentes strates, elle va quand même finir par s'écouler à ce point-là, quoi, et ressurgir. La vigne a un intérêt dans le sens où c'est une racine qui est très profonde, c'est une racine pivot. Et donc elle va vraiment faciliter cet échange. C'est une racine qui est très durable aussi dans le temps, évidemment. Et donc pouvoir faire des vignobles en keyline, les mettre vraiment sur les cours de niveau, c'est un intérêt énorme, parce que c'est des pieds qui sont très proches. Et donc on va avoir cet effet de haie, d'accumulation de matière organique, quand elles vont perdre leurs feuilles évidemment, mais aussi de réseau racinaire. Et comme c'est très proche, en fait, on va vraiment avoir une rétention de l'eau qui est énorme, alors que souvent on cultive dans le sens de la pente, parce que c'est souvent ce qui est le plus facile au niveau technique. C'est pas évident hein, quand on est sur une pente, quand on est avec un tracteur, qu'on passe entre les vignes, et que les vignes sont perpendiculaires par rapport à la pente, donc horizontales en fait, c'est pas évident techniquement. Donc il y a des revers techniques à faire des trucs en keyline, ce qu'il faut aussi parfois prendre en compte, hein, aussi bien comme l'ensoleillement et tout ça. Donc ça reste vraiment un design à prendre dans toute sa considération aussi technico-commerciale, aussi bien que technico-écologique. Et donc oui, mettre la vigne sur du keyline, vraiment purement sur du keyline, c'est un énorme intérêt. Donc ici on n'avait pas le choix, d'autant plus qu'une installation de vigne sur keyline avec des parcours qui sont sinueux très spécifiques pour des installateurs de vignes qui sont fortement automatisés, donc c'est des tracteurs en fait qui plantent en ligne droite. En fait, ça peut avoir un coût par hectare de 10 000 € supplémentaires à la plantation, ce qui est quand même pas rien. Sur une trentaine de milliers d'euros, ça dépend un petit peu, mais là je donne des ordres de grandeur. Sur une trentaine de milliers d'euros de plantation, tout compris, on peut avoir un surcoût de 10 000 € de le faire sur keyline, parce que là c'est vraiment de l'artisanat, quoi. Donc voilà, c'est tout un tas de critères qu'il faut prendre en compte quand on plante de la vigne, mais effectivement, le mettre sur les keylines, vraiment sur les keylines, à long terme, ça vaut peut-être les 10 000 balles. Bon, maintenant si on a 100 hectares, ça fait vite très cher l'hectare. Enfin, ça fait 1 million d'euros. Donc ici, ça a bien été planté nord-sud pour profiter un maximum du soleil, éviter l'ombrage. Mais par contre, on a tout récolté au niveau de la keyline principale pour éviter ce phénomène d'érosion. Parce qu'en fait, on risquerait aussi
d'augmenter le phénomène d'érosion en plantant directement dans le sens de la pente. Donc on pourrait faire l'effet inverse. Donc là, il faut qu'on récolte tout, qu'on le stocke, qu'on le redistribue, et puis qu'on irrigue avec ça. Typiquement, le keyline design va aussi nous faire déterminer où est-ce qu'on met nos étangs. C'est-à-dire qu'au point de convergence, au point d'inflexion, c'est là qu'on va mettre nos étangs. C'est comme quand on a mis le coup de bac et qu'on a trouvé de l'eau, c'est là qu'on va mettre l'étang, puisque forcément, naturellement, il va se remplir. En tout cas, il ne va pas se vider, parce que de toute façon, il y aura de la résurgence dedans. Donc, le keyline, ce n'est pas juste une question de sous-solage et d'aller fissurer légèrement le sol, mais c'est aussi la construction de tout un site qui tourne autour de cette architecture particulière.